Salut tout le monde! Aujourd'hui, une capsule un petit peu différente. J'essaie un nouveau format. Vous me direz d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Et justement, aujourd'hui, je réponds à des commentaires qui sont sous mes vidéos. Parce qu'il y en a des drôles comme ceux-là, il y en a des gentils évidemment comme ceux-là, et il y en a aussi qui sont méchants ou du moins des gens qui m'aiment pas vraiment en face. Un peu comme Julien, on s'entend, j'irai pas prendre une bière avec lui. Mais surtout, je me rends compte que la plupart des commentaires que j'ai, c'est souvent parce que les gens ont une mauvaise compréhension du sujet que je dis dans ma capsule. Des fois, peut-être que je suis pas 100% clair ou qu'ils ne comprennent pas exactement tout ce que je dis. Alors, j'ai décidé de prendre certains commentaires et d'aller un petit peu plus loin, pas seulement répondre en écrit, mais aussi répondre directement au travers d'une vidéo. Dans les dernières semaines, j'ai eu des centaines et des centaines de commentaires sous mes vidéos. D'ailleurs, je peux vous le dire, je les lis 100% du temps, un à un, et je prends le temps de répondre à tout le monde. Donc, si jamais vous voulez me parler, c'est quand même une bonne façon de me rejoindre. Mais là, au travers des centaines de commentaires que j'ai reçus, il y en a quand même quelques-uns qui reviennent de temps en temps. Je me dis qu'il y a des gens qui comprennent mal des choses ou des choses qui sont trop difficiles à répondre par écrit ou que je veux aller une étape plus loin. Premièrement, évidemment, je tiens à remercier tous ceux qui m'écrivent pour me féliciter ou me remercier de les avoir aidés durant leur parcours immobilier. Ça me fait vraiment chaud au cœur, pour vrai. C'est pour ça que j'ai débuté la chaîne YouTube sur l'immobilier. Et c'est toujours plaisant de lire que ça vous a apporté des résultats et que vous grandissez grâce à mes vidéos. C'est vraiment très gentil. Et oui, pour répondre à Jean-François, je suis toujours ouvert si jamais la presse ou d'autres médias veulent venir me parler pour parler plus en détail du sujet de l'immobilier. Un autre commentaire que je veux régler tout de suite, c'est l'incompréhension que les gens ont entre le taux d'intérêt, les paiements hypothécaires et les augmentations de loyer. Comme ici, Caroline qui dit que son paiement hypothécaire a doublé et qui est elle-même surprise de voir qu'on ne peut pas mettre ça dans le calcul d'augmentation de loyer. Voici ce que j'ai répondu. Cette hausse des paiements hypothécaires n'affecte pas les locataires. Cette dépense supplémentaire ne change rien à leur qualité de vie. Que ton immeuble soit financé ou non, que tu aies des gros paiements hypothécaires ou pas, pour les locataires, ça ne change rien du tout. C'est une dépense parce que tu utilises l'effet de levier pour payer l'immeuble, c'est le risque que le propriétaire doit prendre. Donc au final, chaque propriétaire doit assumer son risque et si ses paiements hypothécaires augmentent, ben tant pis pour lui, mais il ne peut pas légalement aller rechercher. Le tribunal n'autorisera pas une augmentation seulement parce que ses paiements hypothécaires ont augmenté. Donc elle est surprise un peu que si les taux d'intérêt, par exemple, augmentent de 5%, on ne peut pas refiler la facture au locataire. Eh bien non. Imagine si l'hypothèque entrait dans le calcul. Ça veut dire que quelqu'un qui a son immeuble payé ne pourrait pas augmenter son loyer. Ça veut dire que quelqu'un qui a son immeuble depuis 25 ans, eh bien lui, il n'y aurait pas la hausse de l'augmentation de l'hypothèque. Et au final, les gens qui habitent à l'intérieur seraient chanceux parce qu'ils n'auraient pas besoin ou ils ne subiraient pas une augmentation de loyer. Ça n'a pas vraiment de sens, là. Ça veut dire que tout le monde chercherait d'avoir des vieux propriétaires qui ont les immeubles depuis très longtemps, qui les ont jamais refinancés et qui n'auraient pas d'hypothèque dessus. Il y aurait un loyer plus petit que les autres de côté. C'est comme de dire que quelqu'un qui a bloqué son terme pendant 5 ans, il verrait ses loyers moins vantés que, disons, quelqu'un qui l'a pris sur un an. Il n'y aurait plus aucun investisseur immobilier qui prendrait un terme sur 5 ans, puisque pendant 5 ans, eh bien, ton taux il serait fixe et on ne pourrait pas augmenter le loyer là-dessus. Tandis que si quelqu'un il le prend sur un an et que les taux augmentent à chaque année, il pourrait augmenter le loyer plus que celui qui a un terme plus long. Ça fait aucun sens. Une autre chose aussi qu'on oublie souvent, si jamais les taux d'intérêt baissent, c'est rare qu'une dépense va baisser, c'est rare que l'Hydro-Québec va baisser, c'est rare que les taxes municipales vont baisser. Par contre, les taux d'intérêt, ça monte et ça descend. Et si tu veux jouer le jeu de dire, ben, j'augmente les loyers quand les taux d'intérêt augmentent, est-ce que tu vas jouer le jeu de diminuer les loyers quand le taux d'intérêt va diminuer? Donc voilà, je veux que ce soit clair et je le répète souvent au travers de mes capsules, quand on parle des augmentations de loyer, ben, il n'y a pas de chiffre exact et le propriétaire peut faire de prime abord ce qu'il veut. Il peut, s'il veut, demander une augmentation qui va couvrir les paiements hypothécaires qui viennent d'augmenter pour lui. Il a le droit de le demander à la base. Parce que la location d'un logement, ça reste une entente entre deux personnes et à la base, là, le tribunal, il n'y a rien à voir là-dedans. Le tribunal, là, avec sa recommandation, qui n'est pas du tout une obligation, va seulement donner une moyenne de ce qui est jugé raisonnable versus l'inflation. Et le tribunal, avec sa recommandation, là, il n'intervient pas dans la grande majorité des dossiers. Il va intervenir seulement s'il n'y a pas d'entente entre le locataire et le propriétaire. Et sinon, ben, le TAL va tout simplement ne pas intervenir et ça reste une entente entre deux personnes. D'ailleurs, au Québec, il y a environ 1,5 million de bails. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en location. Et sur ce 1,5 million-là, en 2023, le bail a géré que 20 984 demandes de fixation du loyer, soit 1,39% des loyers.
Et ce chiffre-là, il est vraiment plus haut que la moyenne parce qu'en plus, 5 ans plus tôt, donc autour de 2018, il y avait environ 6300 demandes pour fixation du loyer, donc 0,42% du parc immobilier. Donc, c'est seulement cette partie-là que la hausse était gérée par le tribunal. Ça laisse toujours bien plus de 99% des loyers qui sont tout simplement gérés entre un propriétaire et un locataire, et c'est des ententes de gré à gré où tout le monde accepte et signe en bas de la page sans se faire tourner le poignet. Donc bref, le propriétaire il peut faire ce qu'il veut, il faut être clair là-dessus. Mais une autre chose qu'il faut être clair, c'est que le locataire a le droit à 3 choix de réponse et il a toujours eu le droit à 3 choix de réponse. Il peut décider d'accepter et de rester, il peut décider de refuser l'augmentation et de quitter, tout comme il peut décider de refuser l'augmentation et de rester. La loi est très claire là-dessus. Le locataire a le droit de refuser l'augmentation et de rester. On appelle ça le droit au maintien des lieux. Et ça m'amène à vous parler des commentaires de MS Bebel, on va dire Marie-Soleil, qui parle à propos du logement de sa fille. Ça commence avec un commentaire de Dave qui dit « Ceux qui travaillent au tribunal sont tous des propriétaires. C'est pas logique. Il n'y a aucun employeur qui augmente les salaires de 10%. » Bref, il est un peu fâché. La discussion se continue. À un moment donné, Marie-Soleil, elle va dire « La hausse recommandée, fais-moi rire. Les propriétaires ne se fient pas à ça. J'aide ma fille à payer son loyer et voici la réalité. 2023, recommandation du tribunal 2,3. Son propriétaire a augmenté de 6,2. En 2024, la recommandation 4%, son propriétaire 7,7. Et là, 2025, il fera pareil. Et c'est un logement sans service, non chauffé ni éclairé. Les propriétaires sans balance du taux suggéré. La seule règle officielle, c'est l'offre et la demande. Faut bâtir ou mettre un frein à la spéculation. Bref, on voit qu'elle connaît ses chiffres. J'ai pas vérifié, là, mais elle connaît les chiffres des recommandations du tribunal, puis elle connaît les chiffres d'augmentation de sa fille. Donc là, l'idée, c'est toujours de dire, OK, elle reçoit des augmentations plus élevées, mais comme j'ai répondu, pourquoi pour l'augmentation de sa fille, elle va tout simplement pas juste refuser. La loi est ainsi faite, elle a le droit de refuser et de rester, comme j'ai dit, et le proprio est dans son droit d'augmenter. Donc, si elle accepte, il peut augmenter. Si elle refuse, il va devoir soit négocier, soit aller devant le tribunal. Donc là, Marie-Soleil répond, elle ira où si elle refuse avec la pénurie et le prix tout aussi haut partout. Ce n'est pas le choix, c'est le choix de ne pas avoir de choix. L'offre et la demande n'est pas en faveur du locataire. Et là, elle continue, donc un long message. Mais là, ce que je lui ai dit, c'est que, OK, mais si elle refuse, elle n'est pas obligée de quitter. Donc, ça ne change rien là, que les prix soient plus hauts ailleurs ou quoi que ce soit. Donc là, je lui répète que pourquoi elle accepte ça, pourquoi sa fille accepte des augmentations aussi élevées par rapport au prix recommandé. Et là, ça se pourrait que les augmentations soient justifiées. Mais pourquoi elle accepte ça d'emblée? Puis là, elle répond, ouais, mais il y a juste 2 cases. Tu restes et acceptes la hausse ou tu n'acceptes pas et tu pars. Ben, à partir de ce moment-là, la hausse est illégale devant le tribunal. Évidemment, je ne connais pas MS Bebel, je ne connais pas plus sa fille qui est autiste ou ni même son propriétaire du loyer où elle habite. Hein. C'est sûr que je ne connais pas ça. Mais je ne sais pas non plus donc si le propriétaire agit de bonne foi ou de mauvaise foi. Mais peut-être que tout simplement comme SM Bebel, peut-être que le propriétaire, il connaît pas tout simplement la façon de faire puis qu'il essaie de naviguer au mieux dans ce qu'il connaît de l'immobilier puis de ses chiffres à lui. Peut-être que le propriétaire, il ne sait pas qu'il ne peut pas y avoir seulement 2 cases, il doit y avoir 3 cases avec la case « Refuser et je reste ». Peut-être qu'il ne sait pas que son augmentation est illégale si jamais il vient la déposer en avant du tribunal. Mais que le propriétaire mette juste 2 cases volontairement, donc il agit de mauvaise foi, ou il ne le sait tout simplement pas et il est de bonne foi malgré lui, eh bien ça ne change rien du tout à la situation. Marie-Soleil devrait apprendre comment ça fonctionne et faire en sorte qu'elle puisse elle-même savoir qu'elle peut refuser et rester. Évidemment, on ne peut pas tout savoir. Moi-même, je ne connais pas tout et je ne connaîtrai jamais tout. Mais quand il y a quelque chose qui nous touche directement, il faut quand même aller s'informer un peu. Dans ce cas-ci, la fille de Marie-Soleil, si elle s'est informée auprès de sources sûres, eh bien, elle aurait su que depuis quelques années, elle aurait pu tout simplement refuser sa hausse, rester dans son logement, et si le propriétaire voulait aller plus loin et aller devant le tribunal, eh bien, le tribunal lui aurait accordé 0 $ d'augmentation parce que son augmentation n'était pas valide, n'était pas légale au sens de la loi devant le tribunal. Donc, au final, ça se pourrait que depuis 2002, le loyer de la fille de Marie-Soleil n'ait pas augmenté de 0, en fait. Donc, au lieu de dire que son loyer était trop élevé parce qu'elle a accepté tout le temps la hausse, si elle avait connu la loi, elle aurait pu tout simplement avoir 0 $ d'augmentation dans les 3 dernières années. Ça aurait fait une énorme différence. Et ça, ben, malheureusement, c'est pas ça qui est arrivé parce que Marie-Soleil ou sa fille ne connaissent pas les lois. Fait que c'est vraiment malheureux des situations comme ça et c'est d'ailleurs pourquoi sur la chaîne ici, j'essaie de démocratiser le plus possible l'immobilier, autant pour les locataires
que pour les propriétaires. Parce qu'on va se dire, il y a beaucoup de propriétaires qui se lancent en immobilier, qui achètent un immeuble, qui deviennent propriétaires, mais qui connaissent vraiment pas grand-chose et qui, soit par volontairement ou pas, eh bien, agissent et ça devient le Far West un peu, font des hausses abusives, font des changements de modifications sur le bail, font des modifications à l'immeuble, augmentent les loyers plus qu'ils ne le devraient. Bref, il y a beaucoup de monde qui agissent soit en mauvaise foi ou qui agissent tout simplement parce qu'ils ne le savent pas. Bref, quand il y a quelque chose qui vous dérange ou vous n'êtes pas sûr, ben allez quand même vous informer. Il y a des lois pour régir tout ça et il faut savoir naviguer là-dedans. Voici un autre commentaire intéressant. Est-ce que c'est mieux de contacter la banque directement ou de passer par un courtier hypothécaire? Eh bien, on va se le dire, c'est le meilleur lien possible que je pouvais faire pour vous introduire le commanditaire de la vidéo qui est Félix Bilodeau-Bergeron, qui est un courtier hypothécaire. Oui, évidemment, tu peux contacter la banque directement et voir ce que la banque te propose au travers de ses produits à elle. Mais au final, tu peux aussi passer par Félix, qui est un courtier hypothécaire, et à partir de ce moment-là, lui, il va pouvoir te sortir la meilleure chose pour toi, et c'est gratuit. Pourquoi s'en passer? Parce que la plupart des gens oublient qu'il n'y a pas seulement le taux d'intérêt qui compte, il y a plusieurs paramètres à prendre en considération quand on veut avoir un prêt hypothécaire, et pour ça, il faut trouver la bonne banque pour nos besoins à nous. Et si toi, tu as en tête seulement le taux d'intérêt quand tu recherches un prêt hypothécaire, eh bien, c'est parce que tu ne sais pas justement c'est quoi les autres choses qu'il faut faire attention. C'est ici que Félix va pouvoir t'aider à gérer tout ça. D'ailleurs, ces informations sont en description. Prochain commentaire, et celui-là, je trouve bien drôle. Il y en a un qui me dit « Tu ne parles pas de l'impôt gagné sur l'intérêt déductible de ton revenu. Ça doit changer pas mal les chiffres quand même. » Bref, ici, c'était une capsule où je parlais de la rentabilité immobilière. Donc ici, il pense que grâce à la déduction des dépenses, on peut gagner de l'impôt. Donc là, c'est peut-être un mauvais choix de terme. On ne peut pas gagner de l'impôt. Et quand on parle des intérêts déductibles, ce n'est pas le cas nécessairement. En fait, on parle des dépenses admissibles. Et dans les dépenses, il y a les intérêts. Évidemment, il n'y a pas le capital parce que ça, c'est un remboursement, mais il va y avoir les taxes, les assurances, les entretiens. Bref, tout ce qu'il y a nécessaire de dépenses auprès de ton immeuble peut être effectivement déduit de tes revenus. Mais ça ne te fait pas gagner de l'impôt, ça te fait seulement économiser de l'impôt sur les dépenses. Mais quand on calcule la rentabilité d'un immeuble locatif, oui, il faut prendre en considération qu'on va payer de l'impôt. Par contre, il faut savoir que l'impôt, on peut la retarder avec des choses comme l'amortissement. Et évidemment, l'impôt va être à payer sur le montant restant après les dépenses. Donc, il y a beaucoup d'immeubles en ce moment où, après les dépenses, il ne nous reste pas d'argent. Et quand il ne nous reste pas d'argent après les dépenses, bien évidemment, on ne paye pas d'impôt sur ce montant-là. Donc, il y a beaucoup de propriétaires qui ne payent pas d'impôt, du moins dans les premières années. Voici un autre commentaire ici sur une autre capsule. Il y en a un qui me dit « Mon ami, t'es un peu baveux. » Il dit « Je travaille comme concierge dans une école et déjà on arrive très mal. Aussi, je connais des préposés aux bénéficiaires qui arrivent très mal. Alors, ton opinion, c'est pas grave, c'est à eux de faire des hautes études. » Mais bref, là, vous pourrez lire mon commentaire ici que j'ai répondu. Mais l'idée, là, j'ai du respect envers tout le monde. Il faut toutes sortes de jobs pour faire une civilisation. Il faut toutes sortes de monde pour réussir à faire ces boulots-là. Et chacun doit faire la priorité. Là, ce que moi je dis, c'est que chacun doit faire ce qu'il aime dans la vie. Donc, si tu aimes ça être concierge, ben, tu peux être concierge, il n'y a aucun problème. Si tu aimes ça être préposé, tu peux être préposé, il n'y a aucun problème. Si tu aimes ça être médecin, tu peux faire médecin, il n'y a aucun problème. Ça, je vais être clair là-dessus, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des métiers qui sont un peu plus précaires que d'autres. Comme médecin est peut-être plus sécuritaire comme métier que concierge. Je ne dis pas que médecin est plus important dans notre société qu'un concierge. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus précaire. Et je vous fais un mini résumé. Disons que vous êtes un médecin, vous avez fait 9 ans d'études, peu importe, vous êtes un médecin spécialisé. Ben, si jamais vous quittez, ça va peut-être être difficile de vous remplacer. Par contre, si vous êtes concierge, eh bien, si jamais vous quittez demain matin, ça se pourrait que quelqu'un vienne prendre votre place. Je ne dis pas qu'il va être meilleur que vous. Je ne dis pas que vous n'avez pas votre chose à apporter et que vous n'étiez pas important à votre place. Je dis juste que c'est plus facile de remplacer un concierge que, disons, un médecin spécialisé. Donc, comme il y a des métiers qui sont plus précaires que d'autres, on va avoir des revenus qui ne seront pas nécessairement égaux. Le médecin, si on ne le paye pas assez cher et qu'il s'en va, eh bien, comme il est plus difficile à remplacer, on va avoir un problème. On n'aura plus de médecin. Donc, on est prêt à le payer plus cher. Et à l'inverse, un concierge, bien, si jamais il s'en va, on est capable de le remplacer plus facilement. Par contre, un concierge, disons, avec les années, qui va avoir de l'expérience, eh bien, on veut de plus en plus ne pas le perdre. Donc, avec les années, on va le payer de plus en plus cher. Et il va payer plus cher qu'un nouveau qui va rentrer. Puisque le nouveau qui va rentrer, moins d'expérience, ça nous dérange moins de le perdre. Donc, au fil du temps, un concierge va gagner plus cher. Mais bref, ça, c'est la façon que la société fonctionne. Mais l'idée aussi, après ça, c'est de dire que peu importe le montant du revenu, et là, on a statué qu'un médecin gagne plus cher que le concierge, eh bien, peu importe le montant de revenu, ce qui va importer, c'est pas le montant des revenus, c'est le montant des dépenses.
Donc moi, personnellement, je connais des médecins qui ont un gros train de vie, mais qui sont près à la gorge, qui sont complètement endettés et qui ne suffisent pas ou qui n'ont pas beaucoup d'avenir financier devant eux. Et je connais des préposés, je connais des concierges, je connais des gens qui ont des métiers de base qui s'en sortent super bien parce qu'ils ont décidé de prendre leur avenir financier en main. Je dis pas que c'est aussi facile quand tu es concierge que médecin de réussir à bâtir ton patrimoine immobilier ou ton patrimoine financier et d'avoir des sources de revenus externes, mais c'est à toi de prendre en main ton parcours financier. Et je termine avec un commentaire de Journano qui répondait à une de mes capsules où je disais combien que j'ai gagné. Il dit « C'est pas beaucoup, Patrick à Longueuil, lui, 1 an grossit 1 million par année, il est à Longueuil. » Merci de me dire 2 fois qu'il est à Longueuil, j'avais pas bien lu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en immobilier, c'est pas une course. Chacun avance à sa vitesse, à sa manière. L'immobilier, c'est un des moyens d'avoir une source de revenus secondaire qui va te permettre de bâtir un patrimoine financier intéressant tout en profitant d'une liberté financière et de temps. Tu peux devenir un investisseur immobilier énorme en lâchant tout ta job et en mettant l'immobilier au centre de ta vie. Et c'est bien correct, c'est ça que tu veux. Mais tu peux aussi tout simplement commencer à investir en immobilier avec 1, 2, 3, 4 immeubles et voir ton parcours financier évoluer. Et crois-moi, tu ne le regretteras pas. Arrêtez de vous comparer aux autres. Lancez-vous dès maintenant à votre vitesse, selon vos moyens et avec les bonnes connaissances. Et votre vie financière va évoluer beaucoup plus rapidement que vous pourriez l'imaginer. Écrivez-moi en commentaire vos questions, vos humeurs ou n'importe quoi, ça fait toujours un plaisir de vous lire. Merci de votre écoute et bon succès.